Mes chers collègues, nous accueillons à présent M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Lors de la 4e Convention nationale de prévention des violences dans le sport, vous aviez déclaré, je vous cite, « Si de prime abord on peut penser que la justice et le sport sont 2 thèmes qui n'ont pas grand-chose en commun, il n'en est rien. La lutte contre toutes les violences dans le domaine du sport est une préoccupation majeure du ministère de la Justice. » Quelles actions déployez-vous dans ce domaine? Comment les spécificités du monde sportif sont-elles appréhendées par le ministère de la Justice? Quelle appréciation portez-vous sur le cadre et l'organisation existants pour prévenir, détecter, signaler et sanctionner les violences sexuelles et sexistes, les actes de discrimination et de racisme ou les atteintes à la probité dans le milieu sportif? Nos travaux ont soulevé de nombreuses interrogations en lien avec le champ de compétences de votre ministère, en particulier des difficultés importantes d'articulation entre les procédures judiciaires, administratives et disciplinaires, des failles dans le contrôle de l'honorabilité, des condamnations qui seraient insuffisamment accompagnées d'une interdiction d'exercer, un défaut de signalement par les personnes qui y sont tenues, ou encore une méconnaissance du cadre et des obligations déroulant de l'article 40 par ceux qui sont censés les appliquer. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le ministre, et vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, la patineuse artistique française Sarah Abitbol publiait son livre intitulé « Un si long silence ». C'est un livre qui a provoqué une véritable déflagration dans notre société. Et dans ce livre, Sarah Abitbol y décrivait les viols, les agressions sexuelles que son entraîneur lui avait fait subir, alors qu'elle n'était qu'une toute jeune femme. Le courage de cette sportive nous a permis, bien sûr, d'ouvrir les yeux sur des crimes étouffés dans l'intimité d'un vestiaire, d'une chambre d'enfant, d'une chambre d'hôtel. Et le cri de cette jeune femme et de celles et de ceux qui ont suivi a permis de lever le voile, au fond, sur le secret le mieux gardé des milieux sportifs. Le sport est synonyme d'épanouissement, d'équilibre. Il permet de lutter contre l'exclusion. Il est le vecteur précieux de valeurs comme la fraternité, le respect d'autrui, le dépassement de soi. Et nous avons été, les uns et les autres, sidérés par ces révélations. Alors, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, face au caractère protéiforme des violences qui sont commises dans le milieu sportif, il était évidemment nécessaire de réagir et de définir un vaste plan d'action. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail de l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui a mobilisé autour de 3 conventions nationales en février 2020, en avril 2021 et en mars 2022, tous les ministères concernés, enfance, justice, éducation nationale, égalité, afin de prévenir toutes les formes de violence dans le sport et de protéger
tous les sportifs. L'actuelle ministre Amélie Oudéa-Castéra a poursuivi avec beaucoup de force, beaucoup de détermination et un total engagement cette action. Et la 4e convention nationale, qui s'est tenue le 3 juillet dernier, a notamment permis de dresser un état des lieux sans concession des signalements reçus par la cellule du ministère des Sports. Ainsi, le dispositif national Signal Sport, créé en 2020, a permis de recueillir plus de 1000 signalements, 1095 précisément, de violences sexuelles ou sexistes. Conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, ces signalements, lorsqu'ils révèlent la commission d'infractions pénales, sont transmis, comme il se doit, au procureur de la République. Mais je suis là aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'abord et avant tout du périmètre qui est le mien, le ministère de la Justice. Je ne veux pas me payer de mots, mais je veux dire que mon engagement et celui de tous les acteurs du ministère sur ce sujet est total. Et je souhaite ici rendre un hommage appuyé à ceux qui, dans les juridictions et dans les prisons, luttent et répriment les violences commises contre les femmes et les enfants, car il est surtout question de cela aujourd'hui. Et avant d'être le plus exhaustif et le plus précis possible, je souhaite vous présenter, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, mon plan d'action autour de 3 axes essentiels. Premièrement, les actions concrètes qui ont été déployées pour sensibiliser les professionnels. Si la formation des magistrats est complète en matière de lutte contre les infractions sexuelles, il est important en revanche de renforcer l'articulation entre les actions judiciaires et les actions administratives, entre les procédures judiciaires et les procédures administratives. J'ai souhaité diffuser en décembre 2020 des outils pratiques à destination des magistrats, leur permettant de mettre en œuvre cette articulation. Un focus dédié à la lutte contre les violences sexuelles dans le sport rappelle ainsi le cadre légal des obligations de signalement et d'information respectives entre les services administratifs et les procureurs. De manière extrêmement pratique, un listing des coordonnées des directions déconcentrées du sport a été diffusé et il est désormais à la disposition de tous les procureurs dans le cadre de leur permanence. Les relations entre les parquets et les services déconcentrés des sports ont ainsi été renforcées. Les procureurs peuvent transmettre de manière sécurisée toutes les informations judiciaires aux autorités administratives lorsqu'un éducateur sportif ou un directeur de fédération est mis en cause pour des faits de violence commises à l'encontre de mineurs. Il était absolument nécessaire que les échanges d'informations entre les fédérations et les procureurs soient fluidifiés, systématisés, dans le cadre, bien sûr, d'un secret partagé, secret protecteur des mineurs. L'objectif est de s'assurer que les fédérations sportives puissent réagir vite lorsqu'elles sont informées qu'une enquête judiciaire est ouverte, afin de faire cesser tout contact avec des mineurs au-delà des mesures de sûreté judiciaire. Et sur ce point, il est certain qu'il est souvent complexe de concilier le temps de l'enquête judiciaire avec des mesures disciplinaires. Il n'en demeure pas moins que les fédérations réagissent mieux en prononçant des mesures de suspension. Les procureurs, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, ont également été incités à se rapprocher des services déconcentrés des sports en associant les comités sportifs dans le cadre des instances partenariales
existantes pilotées par les procureurs et les préfets. Les violences commises dans le sport à l'encontre des plus jeunes sportifs ont évidemment vocation à être le plus rapidement possible appréhendées judiciairement, selon les instructions plus récentes issues d'une circulaire que j'ai signée le 28 mars dernier, circulaire relative à la lutte contre les violences faites aux mineurs. J'y rappelle la nécessité de resserrer les liens entre parquets, services départementaux ou régionaux à la jeunesse. J'y invite à la signature de conventions pour encadrer les signalements. J'y rappelle l'intérêt d'associer les représentants départementaux des comités sportifs aux réunions du comité départemental de prévention de la délinquance ou du comité local d'aide aux victimes. Je voudrais illustrer mon propos par 2 exemples. À Rennes et à Saint-Malo, les procureurs ont intégré la problématique des violences en milieu sportif dans le schéma directeur départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, réunissant tous les acteurs concernés, préfets, ARS, éducation nationale, conseil départemental, ville, FSI, services sociaux, soignants, associations. Et cette action partenariale, dans la droite lignée des instructions que j'ai pu diffuser depuis mon arrivée au ministère, est la garantie d'une lutte efficace contre les violences perpétrées dans le milieu sportif. Une fois les faits signalés par les instances sportives, faits signalés au procureur de la République, la parole de la victime mineure doit pouvoir être recueillie de manière sereine. Le temps de l'enquête, parce qu'il demande aux victimes de revenir sur les faits subis pour les raconter à nouveau parfois, peut être source de traumatisme supplémentaire. On parle d'ailleurs souvent de parcours du combattant. En particulier, bien sûr, pour les victimes les plus vulnérables, les enfants qui doivent pouvoir être accueillis une fois qu'ils ont eu la force de parler dans des lieux adaptés uniques, offrant une prise en charge complète. J'évoque ici, Madame la Présidente, le déploiement des unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, plus connues sous l'acronyme de UAPED. Nous en comptons 145 sur l'ensemble du territoire national. Nous avions un premier projet qui était de doter chaque département d'un UAPED. Nous sommes allés plus loin et nous souhaitons désormais qu'il y ait une telle structure dans chaque ressort judiciaire. 164 ressorts judiciaires, tribunaux judiciaires dans notre pays. Nous en avons maintenant 145. Et d'ici 2025, chaque tribunal judiciaire bénéficiera d'une telle unité. Les victimes, souvent, nous le savons, ont par ailleurs besoin de temps avant de saisir la justice. Et j'ai adressé le 26 février 2021 une dépêche aux procureurs généraux et aux procureurs de la République tendant à l'ouverture d'enquêtes pénales systématiques lorsque les faits révélés sont anciens, voire même susceptibles au premier regard d'être prescrits. Ces enquêtes permettent notamment de réaliser des investigations dans l'environnement du mis en cause, d'identifier le cas échéant d'autres victimes pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits et pour permettre des poursuites contre l'auteur de ces faits, bien sûr chaque fois que cela est possible. Un tout petit mot, une toute petite parenthèse sur la mise en place du chien d'assistance judiciaire qui permet à des enfants en bas âge, qui n'ont pas toujours la force de dire les choses, qui sont prostrés, qui sont dans le silence, de débloquer leurs paroles. Ces chiens d'assistance judiciaire ont fait leurs preuves. Je suis allé voir sur place dans différentes juridictions et les enquêteurs et les juges d'instruction d'ailleurs m'ont dit qu'après avoir expérimenté la présence de chiens d'assistance judiciaire, ils ne voulaient absolument plus s'en passer. Donc on est en train de développer ça parce que c'est utile pour que les enfants puissent dire les choses en se sentant sécurisés. Je veux dire aussi, je vais ouvrir cette parenthèse et la refermer, mais toujours pour que l'enfant puisse dire les choses quand obligatoirement
ils doivent venir témoigner. C'est parfois indispensable, pas toujours, mais parfois. On fait en sorte qu'ils soient accompagnés par une association d'aide aux victimes dans les lieux mêmes où le procès doit se dérouler, pour que les enfants appréhendent le lieu, n'en aient pas peur, qu'ils puissent circuler partout, voire monter sur les différents fauteuils qui sont réservés aux magistrats lors du procès, voir ce qu'est une robe de magistrat, etc., etc. On est allé expérimenter cela à l'étranger. On a trouvé que c'était une bonne idée, on a souhaité le mettre en place et le développer. Deuxième axe, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures visant à prévenir le renouvellement des infractions. D'abord, en informant les autorités sportives des enquêtes ouvertes contre leurs employés ou bénévoles. La loi prévoit que, dès la mise en examen ou l'engagement des poursuites, la structure employant l'intéressé doit être informée des faits qui lui sont reprochés dans les conditions prévues par les articles 706-47-4 et 11-2 du Code de procédure pénale. Cette information permet à l'administration d'engager à l'encontre du suspect une procédure de suspension de ses activités à titre conservatoire. Par ailleurs, je rappelle que l'autorité judiciaire peut, à travers les mesures de sûreté, mettre un terme aux activités de la personne suspectée de violences sexuelles. Soit elle est placée en détention provisoire, soit elle est astreinte à un contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec les mineurs et de paraître dans les lieux accueillant des enfants ou aux abords de ces lieux. Enfin, les condamnations des dirigeants ou encadrants sportifs sont systématiquement transmises au casier judiciaire national pour favoriser l'alimentation du FIJES, fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou de violences. Ma circulaire du mois de mars 2023 sur la lutte contre les violences faites aux mineurs rappelle de façon très claire au procureur que cette transmission dans les plus brefs délais des condamnations est indispensable car elle permet de garantir l'effectivité des contrôles d'honorabilité réalisés par le ministère des Sports. Et à cet égard, il faut prévoir que le contrôle d'honorabilité des éducateurs, des bénévoles au sein des clubs et fédérations est désormais automatique. Le ministère des Sports, vous le savez, s'est doté d'un système informatique de vérification des antécédents judiciaires et de consultation du FIJES. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, c'est plus d'1 million de contrôles qui ont été ainsi réalisés par le ministère des Sports depuis 2021. Je veux ici souligner la grande réactivité du ministère des Sports, qui est en capacité de fournir des listes automatisées de tous les éducateurs sportifs, même bénévoles, avec à terme près de 2 millions d'identités qui seront ainsi soumises et comparées aux identités enregistrées par les juridictions dans le FIJES. Dès lors que le contrôle d'honorabilité relève une inscription au FIJES et que la condamnation est définitive, l'incapacité professionnelle ou sociale est alors notifiée à l'intéressé par le préfet. La personne ne peut plus prétendre ou ne peut plus exercer une profession ou une activité la plaçant au contact de mineurs. Vous pouvez constater ainsi que les filières de l'urgence mises en place dans les juridictions, en lien avec les services des sports, permettent de couvrir toute la chaîne pénale, de la phase présententielle, réception des signalements, plaintes, procédures, jusqu'à la phase post-sententielle. Enfin, mon dernier acte, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, c'est l'amélioration de notre arsenal répressif. Je vais m'arrêter un instant, bien sûr, sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, initiée par la sénatrice Billon et votée à l'unanimité. Et c'est un texte, je le pense,
historique. Le principe que pose cette loi trouve pleinement à s'appliquer dans le monde du sport. Aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement d'un mineur de moins de 15 ans à une relation sexuelle. Les choses sont claires, encore fallait-il que nous précisions ces éléments. Et ce texte prolonge ainsi la prescription des faits sexuels répétés commis par un même auteur à l'encontre de plusieurs mineurs, afin que toutes les infractions commises par cette personne puissent être jugées ensemble. Avec ce nouveau mécanisme de prescription prolongé au bénéfice des mineurs agressés par un même auteur, la situation de particulière vulnérabilité des mineurs victimes, qui peuvent parfois mettre plusieurs années pour révéler les faits, a ainsi été prise en compte par le législateur. Vous le voyez, la libération de la parole dans le monde du sport a permis une prise de conscience au sein de notre société qu'il nous était indispensable de transformer en actions concrètes pour mieux protéger nos concitoyens. C'est ce que j'essaie de faire sans désemparer depuis ma prise de fonction au ministère de la Justice. Et les choses bougent, car cette prise de conscience s'est traduite par des mesures législatives, réglementaires, indispensables pour sanctionner les auteurs de ces crimes odieux, mais également pour prévenir la commission de telles infractions. La protection des sportifs, et notamment des plus jeunes d'entre eux, est un combat que nous devons mener à bras-le-corps. Nous devons en effet faire en sorte que le sport reste ce qu'il doit toujours être, un moment de passion, de dépassement de soi, de convivialité, de partage de valeurs qui nous rendent meilleurs. Je suis, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Rapporteure. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre propos liminaire et de votre disponibilité aujourd'hui pour répondre à nos questions. Peut-être, moi, je vais repartir justement de ce que vous nous avez indiqué, parce qu'on arrive à la fin des auditions de cette commission d'enquête. Aujourd'hui, je crois qu'on va terminer, on aura fait 90 auditions au total dans le cadre de cette commission. On a entendu énormément d'acteurs, forcément, de ce mouvement sportif, avec des interrogations et beaucoup, en tout cas, nous, ce qu'on a pu relever, des dysfonctionnements parfois, qui sont internes parfois aux propres fédérations, dans les relations avec le ministère de tutelle, mais aussi parfois en lien avec le ministère de la Justice. Peut-être, moi, je voudrais commencer par une question sur ce que vous avez évoqué. C'est le fait qu'il y ait une communication de la justice vis-à-vis des fédérations, en tout cas du ministère, en ce qui concerne des enquêtes ou des affaires qui sont ouvertes. Ce qui nous a été remonté, nous, des présidents de fédération, très régulièrement, c'est qu'au contraire, ils n'étaient pas informés, voire parfois, quand ils le sont, la justice demande à ce qu'il n'y ait pas de mesures disciplinaires qui soient mises en place, ni de sanctions vis-à-vis des personnes qui ont été signalées pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Ce qui pose plusieurs difficultés pour le club ou pour la ligue ou même pour la fédération dans laquelle la personne est accueillie, puisqu'elle est toujours en contact de mineurs lorsqu'il s'agit d'entraîneurs, par exemple, et que parfois le temps de l'enquête peut être très long. Et on l'a vu dans certaines affaires, il a fallu 2 ans, 3 ans pour que finalement la fédération décide de prendre une sanction vis-à-vis de l'auteur présumé. Donc comment est-ce qu'on peut justement peut-être avancer sur cette question, parce que il y a un autre sujet sous-jacent qui a été vraiment tout le temps évoqué par les présidents de fédération, c'est la notion de présomption d'innocence. Et à chaque fois, ils nous disent, tant qu'il n'y a pas de condamnation, il est difficile pour nous de prononcer des sanctions, y compris d'ailleurs des sanctions à titre conservatoire, parce que souvent, ils ont le risque d'avoir des actions en justice contre eux, et parfois les personnes obtiennent d'ailleurs gain de cause sur le fait qu'ils ont été qu'ils ont été sanctionnés à titre conservatoire sans qu'il y ait eu une décision de justice.
Donc j'avoue que c'est un peu l'angle mort qui a été identifié par notre commission, et peut-être on souhaiterait vraiment vous entendre là-dessus. Le problème que vous évoquez, Madame la rapporteure, est un problème que l'on retrouve un peu partout. Chaque fois qu'il y a une possible dualité entre la discipline et la procédure pénale, qu'il s'agisse de la discipline des magistrats, qu'il s'agisse de la discipline des avocats, de la discipline des policiers, de la discipline, là en l'occurrence, parce que il y a le respect de la présomption d'innocence d'une part, et vous l'avez dit vous-même, et au fond, si je puis me permettre, la réponse est déjà dans la question, et votre question est très complète. Il y a aussi le risque d'une interférence parfois entre l'audience disciplinaire, l'instance disciplinaire et l'instance judiciaire. Donc c'est très compliqué, et la justice, je le dis, a parfois besoin de temps, bien sûr, pour recueillir différents témoignages. Il y a tout un travail probatoire, naturellement, qui doit être mis en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que une fois que alors on est dans le post-sententiel, j'avance un peu dans la chronologie. Chaque fois qu'une condamnation est prononcée, il y a une obligation du parquet d'informer. Et chaque fois qu'une instance disciplinaire a tranché, elle doit également informer le parquet de la décision qui est prise. Moi, je le dis, j'ai une vraie volonté d'avancer sur ces sujets, d'être le plus efficace possible. Tout ça, évidemment, est transpartisan, mais l'idée que nos enfants puissent aller dans un club sportif et se retrouver victimes d'agissements insupportables, ça nous émeut et ça nous oblige. Je serai aussi très attentif aux préconisations, bien sûr, de votre commission. Ce n'est pas des choses que l'on rejette d'un revers de manche ministériel. Au contraire, il faut s'en emparer et voir comment on peut améliorer la situation. Mais j'entends que ce que vous évoquez, on est dans une forme de zone grise et c'est très très compliqué. Est-ce que je peux, moi, demander demain au parquet de ne pas communiquer? Non, bien sûr. D'un point de vue dans la chronologie, je l'ai dit, après condamnation, c'est une obligation. Avant, ça peut poser un certain nombre de problèmes aussi. La justice a parfois besoin d'investigations qui sont secrètes. Le secret de l'instruction, ça n'est pas rien non plus. Ouais, et toutes ces questions, je le dis, on les retrouve dans tout le disciplinaire. Je suis, moi, en permanence confronté à des difficultés de cette nature. Je veux vous indiquer que parfois, d'ailleurs, le disciplinaire souhaite attendre le résultat du pénal. Parfois non, d'ailleurs. Parfois, on est à la fois dans du disciplinaire, et ce qui n'empêche pas la procédure pénale de prospérer, mais à la condition, bien sûr, que, au fond, le disciplinaire ne vienne pas entraver l'action judiciaire. Donc, je n'ai pas de réponse précise à vous donner sur cette question. Je le redis, c'est une véritable difficulté pour nous d'être dans une réponse, comment dirais-je, binaire. Parce que tout est une question de nuances et de cas d'espèce, d'une certaine façon. Alors, la circulaire, elle est très claire, pour en terminer, avec des obligations pour les procureurs de transmettre à chaque étape de la procédure les informations aux instances disciplinaires, dans le respect de la présomption d'innocence, et notamment, le juge d'instruction ordonne, par exemple, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'interdiction d'être au contact des enfants. Ben là, pour le coup, il est tout à fait normal que l'autorité judiciaire vienne dire aux autorités sportives, nous avons pris un certain nombre de mesures, monsieur Untel ne peut plus être au contact des enfants. Mais il y a des situations dans lesquelles, et légitimement d'ailleurs, l'autorité judiciaire ne peut pas communiquer. Tout est une question de cas d'espèce, si vous me permettez. Mais en revanche, je veux insister sur le fait que les procureurs généraux, les procureurs sont sensibilisés maintenant évidemment à cette question et qu'ils doivent agir en interférence avec les différents clubs, les différentes fédérations. Vous savez,
Moi, je suis très heureux d'exprimer ça parce que je pense que la solution à un certain nombre de nos maux, c'est que les uns et les autres ne fonctionnent plus en silo. Dans les violences intrafamiliales, c'est exactement la même chose. Il faut que les différents magistrats, quelles que soient leurs compétences et leur périmètre, puissent communiquer entre eux, ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qui a généré des drames comme celui de Mérignac. Mérignac, il n'y a pas de faute individuelle, dira l'inspection générale de la justice, mais il y a en revanche un défaut de communication entre les uns et les autres. Et il faut que tout le monde se parle, que tout le monde se mette autour de la table et peut-être même change un certain nombre d'habitudes. Le préfet, je l'ai dit tout à l'heure, l'ARS, les différents clubs, le procureur de la République, dans le cadre de l'exécution des peines, etc. C'est ça qui permet de mieux appréhender la délinquance et de mieux et d'être plus efficace. Pardon pour cette réponse un peu longue, qui n'atteint pas le niveau de précision que vous auriez peut-être espéré, mais toute la difficulté réside dans la dualité entre disciplinaire et judiciaire. Oh, pardon. Merci. Alors, j'entends tout à fait hein, la question de la transmission, sauf que c'est vrai que nous, dans le cadre des différentes auditions, on a pu constater malheureusement que plusieurs présidents de clubs ont appris les affaires qui concernaient leur club dans la presse, sans en avoir été informés en amont. Donc, ils n'ont pas pu ni prendre de mesures disciplinaires, ni faire remonter les faits. Donc, peut-être voilà, revenir sur la procédure exacte. Voilà, quand il y a une affaire qui se déclenche, quand il y a une plainte qui est déposée, parce qu'on le sait aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, notamment la plateforme Signal Sport. Donc, on sait que pour signaler, on a le Signal Sport, on a la plainte. Quand ça passe par la plainte, ça remonte où? Est-ce que ça va au ministère des Sports puis aux fédérations? Est-ce que ça va directement aux fédérations, aux clubs? Et juste peut-être une petite question là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir dans la loi que les fédérations sportives aient l'obligation de suspendre à titre conservatoire la licence d'une personne sur laquelle pèsent des indices graves et concordants? Je vous pose cette question parce que, d'abord, on a eu plusieurs présidents de fédérations ici qui n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient suspendre, donc qui ne connaissaient pas les mesures disciplinaires dont ils disposaient. Et très souvent, ils se sont pas cachés, mais ils ont utilisé l'argument de la présomption d'innocence pour dire « Ah non, nous, on ne prend pas la mesure à titre conservatoire parce que derrière, on aura une plainte. » Donc, si on l'inscrivait dans la loi, est-ce que ça ne clarifierait pas les choses pour ces présidents de fédération? Deux choses. Vous voyez, quand je dis tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de réponse binaire et on est sur du cas par cas. Je souscris totalement à vos propos. Il n'est quand même pas normal qu'un club apprenne, en lisant la presse, qu'un de ses moniteurs, éducateurs, etc., fait l'objet d'une procédure. Là, on est sur quelque chose qui est assez singulier, à vrai dire. Ma circulaire, elle est très claire. Je ne sais pas si vous l'avez, je vais vous la transmettre. Il y a un certain nombre de choses qui sont dites de façon un peu combinatoire pour justement créer davantage de liens entre les clubs et l'autorité judiciaire. L'exemple que vous donnez est l'exemple type de choses qui évidemment, formulées comme vous le formulez, et je ne reviens pas sur la formulation, elle est tout à fait exacte, nous laisse quand même pantois. C'est vrai que c'est pas en ouvrant la Gazette que le club peut se dire j'ai potentiellement parmi mes éducateurs quelqu'un qui... Bon. La suspension à titre conservatoire disciplinaire, c'est déjà une mesure qui existe à titre disciplinaire. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire? Il est évident, je l'ai dit tout à l'heure, que si un juge d'instruction décide, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'interdire à un mis en examen d'exercer son activité professionnelle ou de contacter des enfants, de s'approcher d'un lieu où il y a des gamins, ou aux abords d'eux, il est évident que là, on a quelque chose qui est obligatoire, puisque vous savez que le contrôle judiciaire, s'il n'est pas respecté, peut être sanctionné. Bon, par la révocation du dit contrôle judiciaire et par des mesures coercitives qui sont bien plus fortes. Madame la rapporteure, vous me prenez un peu de cours sur le caractère automatique de la suspension conservatoire. On peut y réfléchir. Et pourquoi pas? La systématisation, pour ne rien vous cacher, moi, ça me dérange toujours un peu.
parce qu'on enlève de la liberté. Alors, s'agissant des magistrats, on a pu appeler ça la peine plancher, par exemple. On a eu de longs débats là-dessus, qui n'est pas très constitutionnel, même pas du tout. À vrai dire, si c'est une vraie peine plancher, pour une raison toute simple, c'est que vous enlevez à l'autorité judiciaire un certain nombre de ses prérogatives et qu'au fond, on impose au juge. Et je rappelle que dans notre pays, la justice est indépendante. Sur le terrain disciplinaire, il faut voir comment les choses s'articulent. Moi, je suis sous serment devant vous. Ces sujets, évidemment, me préoccupent infiniment. On se retrouve tous dans ces affaires. On se dit tous qu'on aurait pu avoir un gamin malheureusement victime, etc. Bon. Vos préconisations, je vais les lire avec beaucoup d'attention. Vous dire là maintenant, il faut suspendre à titre conservatoire de façon systématique, ça mérite une analyse, et peut-être une analyse de la DACG, par exemple, pour nous dire comment on peut avancer sur ces questions. Bon. Pardon, je dois également vous dire que le ministre, vous le savez, ne peut pas donner de directives individuelles au procureur. Bon, non mais pourquoi je vous rappelle ça? Tout le monde a ça à l'esprit, bien sûr. Mais il ne peut pas non plus demander au procureur de communiquer. Bon, c'est une initiative qui appartient au procureur. Il a la possibilité de communiquer. Et en réalité, il le fait au trébuchet de l'importance que pourrait avoir cette communication dans le déroulement de la procédure qu'il a ouverte. Et il ne s'agit pas qu'une communication puisse potentiellement contaminer l'efficacité d'une intervention judiciaire. Donc là, je pense qu'il faut laisser beaucoup d'élasticité, même si, madame, disons les choses très, très clairement, il y a forcément un certain nombre de défauts de communication qui ont été portés à votre connaissance. Mais il y a aussi des choses qui fonctionnent parfaitement bien. Et moi, j'affirme que les parquets ont pleinement conscience. Ils sont comme nous, les procureurs, les violences qui sont commises dans le sport, c'est quelque chose qui évidemment suscite leur réprobation et les motive évidemment à agir. Enfin, c'est une évidence, c'est une évidence que de le dire. Donc, attention à ce que la systématisation ne vienne pas entraver l'action. Voilà ce que je peux vous répondre de façon un peu générale. J'ai conscience que c'est une réponse un peu générale, mais je ne sais pas comment je peux la formuler autrement. Merci. Peut-être une question sur le contrôle d'honorabilité, puisque vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. Nos travaux, comme le dernier reportage qui a été diffusé par M6, notamment sur les violences sexuelles dans le football, révèlent des failles importantes dans ce contrôle d'honorabilité. Est-ce que vous avez été alerté de ces failles? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures qui sont envisagées justement pour y remédier? Alors là-dessus, quand on est dans le domaine du post-sententiel, les choses, elles sont extrêmement claires. Il y a une nécessité d'informer. Je n'ai pas été personnellement averti d'un certain nombre de failles. Disons les choses clairement, quelqu'un qui aurait été condamné et le club, par exemple, ou les instances sportives n'auraient pas été informés. Bon, c'est à l'évidence un dysfonctionnement. Je ne peux pas utiliser un autre mot, je ne peux pas être plus clair. C'est évidemment un dysfonctionnement. Peut-être pour être un peu plus précise, il y a plusieurs alertes qui, en tout cas, nous ont été faites. La première, c'est lorsqu'on remplit le fichier des personnes qui doivent être contrôlées. Notamment, nous, on a pu le constater à la Fédération d'athlétisme, il y a des centaines de retours de mails sur le croisement du fichier, donc qui ne fonctionne pas parce que parfois, à une virgule, à un mot près, enfin, à une lettre près, en fait, ils ont vraiment, moi je l'ai vu à la Fédération d'athlétisme, ils avaient plus de 500 mails qui étaient revenus en retour, sur lesquels ils ne pouvaient pas faire les contrôles d'honorabilité.
parce qu'au moment du croisement du fichier, en fait, les données revenaient à la fédération en leur indiquant qu'il y avait soit une lettre qui changeait, soit un chiffre, soit etc. Et donc, ça demande énormément de travail pour les bénévoles des clubs et des fédérations. En tout cas, ça, c'est un premier élément qui nous a été remonté. Le deuxième, c'est que sur le périmètre en tant que tel du contrôle d'honorabilité, on le voit d'ailleurs dans le documentaire d'M6, ce fameux entraîneur qui a pu sévir pendant plusieurs années, il y avait bien eu un contrôle d'honorabilité qui avait été fait, il y avait bien eu un signalement qui avait été fait, donc un courrier envoyé à la fédération et au club sur le fait que cette personne ne pouvait plus encadrer. Mais comme il n'était pas considéré comme administrateur, je crois que c'était ça la subtilité, la fédération a quand même réaccordé une licence, ce qui lui a permis de reprendre une activité auprès d'un public mineur. Et il avait déjà été condamné 2 fois par la justice sur des agressions sexuelles sur mineurs. Donc voilà, ça c'est le type de dysfonctionnement qui nous a été, en tout cas qui a été porté à la connaissance de cette commission. Alors, bon, ce contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs, il est effectif depuis 2013. Bon, et il a beaucoup évolué. Il s'opère de 2 façons. Consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et consultation du FIJES. Sur l'année écoulée, il y a 70 000 bulletins numéro 2 qui ont été demandés et 82 000 consultations du FIJES. Au cours de l'année 2020, il y a des travaux juridiques et techniques qui ont été conduits par mon ministère et par celui des sports afin de mettre en place un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles. Et ce contrôle est devenu effectif en juin 2021 avec la mise en place, là encore, de la consultation du dossier FIJES. Sur l'année écoulée, c'est 720 000 consultations du FIJES qui ont été effectuées au titre des bénévoles. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure pour les éducateurs sportifs professionnels. Les circuits, vous les évoquez, dans leur mise en œuvre, relèvent du périmètre du ministère des Sports. J'ajoute que dans les modifications qui sont intervenues, les casiers judiciaires étrangers peuvent être consultés. Parce que vous avez des clubs, évidemment, qui sont frontaliers et qui peuvent accueillir des bénévoles ou des professionnels étrangers. La directive UE de décembre 2011 prévoit expressément l'utilisation du système européen d'information des casiers judiciaires. Et en outre, sont inscrites au FIJES les condamnations prononcées par les juridictions étrangères en vertu de conventions qui ont été conclues entre la France et d'autres pays. Voilà ce que je peux vous dire. Évidemment, on est tout à fait preneur, sachant, et je le redis, que la mise en œuvre des circuits relève du ministère des Sports, mais si on peut apporter une amélioration technique ou juridique pour que les choses se fassent encore mieux, notons tout de même que, il y a peut-être des ratés, vous le dites bien sûr, mais il y a une considérable évolution par rapport aux années antérieures sur ces questions, puisqu'évidemment, la vigilance qui nous oblige nous fait traduire un certain nombre d'actions pragmatiques pour qu'évidemment les clubs soient informés. Alors, on a des projets qui visent à étendre les consultations administratives du FIJES, et en 2024, il y a une modification des textes réglementaires qui doit intervenir pour permettre au ministère de l'Agriculture et de la Culture d'accéder au FIJES. Et mise en place prochaine sous l'égide de la Direction générale de la cohésion sociale de consultations automatisées dans le secteur de la petite enfance. J'évoque ici les assistants maternels et familiaux, personnels des structures qui accueillent des mineurs relevant du Code de l'action sociale et de la famille, pour améliorer évidemment les vérifications dans ces secteurs qui sont par définition des secteurs potentiellement sensibles. Une question de notre collègue Stéphane Mazard.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviens sur les échanges que vous venez d'avoir avec Madame la rapporteure sur le début de ces procédures. Parce que c'est vrai que, au terme de ces 90 auditions réalisées par la commission d'enquête, on a beaucoup tourné autour de ces notions de présomption d'innocence, de nécessité de protéger les jeunes qui peuvent être en contact avec des délinquants. Alors, c'est vrai que sur la phase pré-sententielle, lorsqu'il y a une mise en examen, là j'ai envie de dire, on voit à peu près comment ça peut s'organiser, et pour le coup, ça peut être très bien cadré, puisque donc il peut y avoir une mise en examen sous contrôle judiciaire, avec des interdictions de rentrer en contact, des suspensions d'exercice, des interdictions d'exercice, etc. Et je pense que là, pour le coup, laissons aux magistrats le soin de gérer, à partir de la mise en examen, la situation personnelle et professionnelle ou l'engagement en tant que bénévole de la personne qui fait l'objet de cette mise en examen. Parce que, soyons très clairs, la personne en charge d'une procédure administrative n'aura jamais dans son dossier autant d'éléments que pourrait avoir le juge d'instruction pour analyser au mieux la situation et la suivre au fil de l'eau. Donc cette période-là, à partir de la mise en examen, pour moi, il y a peut-être des choses à améliorer, mais ça va. Par contre, c'est la période d'avant, zone grise, où là, nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et c'est vrai qu'on peut s'émouvoir que du fait qu'un président de club ne soit pas avisé avant de découvrir dans la presse. Mais il y a aussi des situations qui nécessitent que le président de club ne soit pas avisé. Imaginons que dans le cas d'une plainte, on ait des suspicions que le président du club ait couvert son éducateur sportif. Il ne faut surtout pas qu'il soit avisé, puisque dans le cadre de l'enquête préliminaire, on va recueillir des éléments contre la personne mise en cause, mais aussi contre la personne qui a pu être complice de cette personne mise en cause. Donc c'est là qu'on voit toute la difficulté à œuvrer et à articuler les procédures disciplinaires, la mise à l'abri d'une victime supposée et le respect de la présomption d'innocence et les nécessités de l'enquête. Alors, ma question, parce qu'il faut quand même que je termine par une question, est-ce que dans d'autres pays, on a une façon de traiter ces situations-là? On sait qu'on est dans un système, nous, inquisitoire. Est-ce que le système accusatoire permet de mieux protéger les intérêts des uns et des autres? Parce qu'on voit bien quand même que là, il faut qu'on aille plus loin dans notre arsenal, dans nos enquêtes, dans nos procédures, pour arriver quand même à ménager la nécessité de l'enquête et la protection des victimes supposées. Je suis sous serment, je suis obligé de répondre, je ne sais pas. Mais je crois savoir qu'il y a une commission d'enquête sur ce sujet. Pourrait peut-être interroger un certain nombre d'intervenants étrangers pour savoir comment ça se passe. Je veux dire deux choses, pardon, monsieur le député Stéphane Mazard. Dans l'exemple que vous prenez, et vous dites, ouais, imaginons, parce que évidemment, on peut imaginer beaucoup de choses, et quand je dis il ne faut pas qu'il y ait de systématisation de ces questions d'information, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, sans savoir que vous prendriez cet exemple, il est particulièrement pertinent, on est toujours sur du cas par cas. Dans l'exemple que vous donnez, il y a un petit souci, c'est que c'est dans la presse quand même, parce que tant qu'à ne pas le dire, parce qu'on envisage d'éventuelles complicités, culpabilités des uns ou des autres, ce qui est très choquant, c'est que ce soit dans la presse. Mais c'est vrai qu'il faut laisser cette liberté au parquet, et c'est une liberté entière dans laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, le garde des Sceaux ne peut pas intervenir pour dire il faut communiquer comme ci, comme ça, bien sûr, mais faisons confiance aux procureurs de la République qui savent s'il est utile de communiquer ou de ne pas communiquer. Pour le reste, non, ce qui se passe au niveau européen, je ne sais pas, mais je pense qu'ils doivent être comme nous, dans une dualité qui est assez complexe à régler, le disciplinaire et le pénal. Moi, pour avoir été avocat très très longtemps, j'ai vu des situations dans lesquelles un juge d'instruction mettait en examen un avocat, lui interdisait l'exercice, alors que l'ordre n'avait pas interdit l'exercice. Il y a eu d'ailleurs toute une polémique et un certain nombre de modifications textuelles qui sont intervenues.
Comment on fait? C'est là encore du cas par cas, c'est extrêmement compliqué. À cela s'ajoute, mais on l'a tous dit, j'enfile des perles là et vous me pardonnerez, mais la question de la présomption d'innocence, évidemment, qui est au cœur d'une réflexion comme celle que nous conduisons. Non, je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger sur ces questions. Je peux évidemment me renseigner, contacter quelques magistrats de liaison, faire parvenir une note rapide si vous le souhaitez. Madame la rapporteure souhaite réagir. Merci, merci beaucoup. Je vais juste préciser la question de l'automatisation. En réalité, ce qu'on a pu constater, c'est que les procédures disciplinaires sont extrêmement lourdes pour les fédérations. Et toutes les fédérations, d'ailleurs, n'ont pas la même capacité à pouvoir intervenir, à pouvoir traiter ces cas lorsqu'ils arrivent au sein de leur fédération. Parce que vous avez des fédérations qui sont très grosses, avec énormément de personnes et de bénévoles qui y sont, de licenciés, et vous en avez des plus petites. La difficulté, c'est quand on a parfois des personnes qui, au vu de la lourdeur et de ce que ça demande et ce que ça nécessite, en fait, le fait que ça ne soit pas obligatoire, préfèrent se dire « je ne traite pas ». Je ne traite pas parce que je n'ai pas les capacités de le faire, parce que finalement ce n'est pas obligatoire, parce qu'il y a plein de raisons qui font en réalité aujourd'hui que les affaires ne sont pas traitées à cette hauteur. Et donc le fait de l'inscrire, et d'ailleurs je précise bien, quand il pèse des indices graves et concordants, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des affaires sur lesquelles il y a soit plusieurs victimes, soit des témoignages qui sont, on avance quand même assez vite. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a eu parfois du mal à comprendre pourquoi certaines fédérations avaient mis plusieurs années, parfois, à prendre des sanctions disciplinaires, ou même d'ailleurs quand ils étaient informés, y compris par des entraîneurs qui avaient été licenciés, puis recrutés de nouveau dans certains clubs, alors même qu'on connaissait leur passé, et qu'il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prises. Voilà, c'est juste, à ce niveau-là, c'est vrai que peut-être que le fait de le formaliser permettrait de simplifier les choses pour les présidents de fédération. Si, pardon, je peux dire 2 mots, Madame la Présidente? Merci beaucoup. Je voudrais rajouter 2 mots à ce que nous avons dit là. D'abord, il y a un réseau européen de magistrats responsables du sport qui s'appelle le réseau Mars, qui a été mis en place par le Conseil de l'Europe. Et d'ailleurs, je suis intervenu il y a de cela en septembre. Dernière réunion du réseau Mars en septembre. Et c'est un réseau de magistrats qui permet une coordination des actions judiciaires en matière de lutte contre le dopage et, ça nous intéresse là davantage à cet instant, pour la prévention de la répression des violences physiques et sexuelles dans le sport. Sur ces questions-là, je reviens un instant, monsieur le député Mazars, si vous souhaitez, on active les magistrats de liaison et on vous fait un point complet, Madame la Présidente, sur la façon dont on envisage les poursuites disciplinaires et les poursuites judiciaires chez nos partenaires européens. On va prendre un certain nombre de pays qui nous entourent, par exemple. Sur ces délais, pardon, c'est mon mantra, mais vous allez dire que j'exagère peut-être, mais la façon d'aller plus vite, c'est évidemment de renforcer les moyens. Bon, ça paraît une évidence, mais parfois, il est utile de les rappeler. Et enfin, je veux vous dire qu'il y a la création d'un magistrat référent sport. Ça a été mis en place par une dépêche signée en octobre 2021. Et au jour d'aujourd'hui, Madame la Présidente, la quasi-totalité des parquets, c'est-à-dire on a 164 parquets dans notre pays, la quasi-totalité des parquets ont procédé à la désignation d'un magistrat référent sport. Et il est évidemment l'interlocuteur privilégié des instances sportives locales et il assure bien sûr le suivi des procédures judiciaires relatives notamment au sujet qui nous occupe. Je voulais le préciser parce que ça signifie quand même qu'il y a évidemment une prise en compte dans toutes les strates,
spécialisation des enquêteurs, UEAPED, je l'ai dit tout à l'heure, meilleure prise en compte des victimes. Et là, on est sur des victimes, j'allais dire spécifiques, pardon d'utiliser ce mot, il n'est pas adéquat, mais il y a aussi une prise en compte dans les différentes juridictions de la nécessité de mieux articuler et de mieux fluidifier la relation entre les fédérations, les clubs et la justice. Alors justement, pour continuer sur la lourdeur que peuvent rencontrer parfois certaines fédérations, lors des différentes auditions, pareil, a été avancé par certains l'idée de créer une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'éthique du sport et à la lutte contre les VSS et les discriminations. Qu'en pensez-vous ? Madame la rapporteure, que ça mérite réflexion. Pardon de ne pas réagir dans l'immédiateté. Autorité administrative indépendante, c'est une idée que vous évoquez. Aucune raison a priori de dire non. Je pense que ça se réfléchit, ça s'analyse, ça se regarde de près et de la façon la plus sérieuse qui soit. Oui, je précise que ce qui a été évoqué, c'est sur le même modèle que sur le dopage.